au montage. Donc, Anaïs a complété un MBA en gestion à l'UQAM, ainsi qu'un deuxième cycle à l'Université de Montréal en neurosciences avec spécialisation en douleur, avant d'entamer ses études en ostéopathie. Elle participe à un projet de recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke sur l'effet de l'approche viscérale en ostéopathie sur les lombalgies chroniques non spécifiques. Elle a fondé en 2016 Enosi, qui est non seulement un centre de formation en ostéopathie, mais aussi une clinique école et un centre de formation continue. Elle travaille avec une clientèle touchée par différents syndromes de douleur chroniques comme la fibromyalgie et les lombalgies chroniques non spécifiques, mais aussi la neurofibromatose. Et elle ajoute à ses activités l'entretien motivationnel, l'éducation à la douleur et la thérapie manuelle pour redonner la capacité fonctionnelle et l'autonomie désirée. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Anaïs Beaupré. Merci Frédéric de m'avoir invité ce soir pour cette conférence. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes différentes connaissances là, avec une population ou un auditoire très, très varié. Donc, tu as déjà fait ma présentation, ce qui est génial. Tu m'as fait gagner un peu de temps. Donc, je vais partager mon écran. Si jamais en cours de route, là, il y a une problématique, on voit l'écran noir, là, juste m'avertir, puis je tenterai, bien sûr, de pallier à ce problème. Donc, je vais partir à partir d'ici. Donc, c'est une conférence qui se veut un peu informative sur principalement la douleur, donc apprendre à connaître ce phénomène-là qui touche près de 80% de la population à un moment ou à un autre de sa vie, encore plus quand on vit avec différentes pathologies, que ce soit la neurofibromatose, que ce soit les lombalgies, que ce soit la fibromyalgie. C'est un système d'alarme qui est ultra performant chez l'homme. Et qui fait en sorte que ça amène à notre attention, en fait, certaines portions de notre corps ou l'entièreté de notre corps. Donc, sans plus tarder, la douleur. Donc, qu'est-ce que cette fameuse douleur? Donc, c'est un phénomène neurophysiologique. Ce que je veux dire par là, c'est principalement produit par une analyse très, 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 très fine de notre cerveau. C'est un système d'alarme qui nous permet, comme je l'ai dit, de nous protéger des dangers imminents. Donc, ce n'est pas nécessairement lié à des pathologies, ce n'est pas nécessairement toujours lié non plus à des dommages réels qu'on peut avoir dans nos articulations, dans la peau, au niveau de nos nerfs ou autres. Donc, parfois, c'est vraiment juste pour nous avertir de ce danger-là. Donc, la douleur, c'est à la fois une émotion, c'est à la fois aussi un signal. Donc, elle est toujours subjective. Hein? Donc, dépendant des individus, ils peuvent en fait avoir différents comportements associés à ça. Ces comportements-là vont être liés à l'éducation, vont être liés aux événements antérieurs, vont être liés aussi à notre condition de santé, mais aussi à notre santé psychologique et mentale. Mais même si elle est subjective, elle est toutefois réelle. Donc, ce qui veut dire que tous les gens la vivent de différentes façons et vont aussi l'exprimer de différentes façons. Elle est influencée grandement aussi par notre quotidien, nos habitudes de vie. Est-ce qu'on est sédentaire? Est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est en bonne santé? Est-ce que aussi on a certaines prédispositions mentales ou psychologiques? Est-ce qu'on vit certaines difficultés dans notre vie quotidienne, par exemple du stress ou de l'anxiété? Donc, elle va être grandement influencée par ce qui nous entoure, puis même nos relations qu'on va avoir avec notre entourage. Mais comme je le dis souvent, c'est qu'elle ne reflète pas toujours des dommages réels. Donc, même si elle est grandement désagréable, inconfortable, qu'elle a une influence importante sur la qualité de notre vie, ça ne veut pas dire qu'on vit de la douleur, qu'on a nécessairement un handicap particulier ou une blessure extrêmement profonde, là, soit au niveau de nos articulations ou d'autres tissus de notre corps. Et malheureusement, lorsqu'on se sensibilise, donc lorsqu'on vit de la douleur à répétition, elle peut s'emballer, elle peut devenir extrêmement importante, puis elle peut prendre une très grande place dans notre quotidien et à un certain point où elle peut mener à des difficultés fonctionnelles, comme par exemple s'isoler, être incapable d'aller au travail, être incapable de faire les activités aussi qui nous intéressent. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient complètement pathologique, ou elle devient en fait chronique et persistante. Donc, souvent, elle va être qualifiée, dépendant là, de la nomenclature ou de la catégorisation,
soit d'une douleur aiguë, qui est généralement une douleur qui, lorsqu'on se blesse, par exemple, si on tombe par terre puis on se fait une éraflure, la douleur va durer quelques jours, généralement en dessous d'une semaine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la douleur aiguë. Elle est souvent beaucoup plus forte aussi en intensité. Puis on a la douleur persistante, qu'on appelle aussi la douleur chronique, qui, elle, est une douleur qui va s'immiscer dans la vie de quelqu'un pendant plusieurs mois et qui va perdurer sur un long cours et qui est généralement une douleur sourde, une douleur qui est constamment présente, qui peut être intermittente, qui peut être présente la nuit, qui peut être présente le jour, qui peut être présente lors de certaines activités. Et lorsqu'on a généralement un corps qui semble être en bonne santé, donc souvent la douleur chronique, ben, on n'observe pas à l'imagerie, avec des tests médicaux qu'on pourrait passer, on n'observe pas d'informations objectives, comme par exemple à la radiographie, ben, on pourrait ne rien observer du tout. Donc, souvent, ben, ça devient difficile de vivre avec ce genre de maladie qui est la douleur chronique parce qu'on n'a pas d'éléments objectifs, d'images particuliers où on voit des dommages associés à notre corps. Donc, les patients vont vivre avec ça et parfois, ils se trouvent très démunis pour ce qui est de l'aide qu'on peut leur apporter. Donc, souvent, on va leur offrir de la médication. On va leur offrir aussi certaines techniques de gestion du stress, de gestion de la respiration. Et ça, c'est différentes techniques non pharmacologiques qu'on va pouvoir un petit peu approfondir un tout petit peu plus tard dans la présentation. Donc, la douleur, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un message qui est envoyé par notre corps vers notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui en fera une analyse et qui va amplifier le message ou, à l'inverse, même parfois, la diminuer. Tout dépendant vraiment de notre environnement immédiat. Donc, le cerveau est vraiment au cœur de cette douleur, de l'apparition de la douleur et comment on vit cette douleur-là. On a différentes structures dans notre corps qui vont servir au cerveau à recevoir les informations qui sont en provenance de notre corps. On a premièrement les nerfs, qui sont des longs fils électriques ou des conduits électriques qui ont comme fonction principale d'amener de l'information vers le cerveau pour que le cerveau puisse en faire une analyse concrète. Ces nerfs-là, bien sûr, quand ils sont altérés par une pathologie comme avec la neurofibromatose, eh bien, ils peuvent transporter un message qui peut être déjà, dès le départ, grandement amplifié. On peut avoir aussi le cerveau lui-même qui permet cette analyse du message, qui va amplifier ou diminuer le message et s'assurer de porter à notre attention l'information. Donc, par rapport à tous les stimuli qu'on peut avoir dans notre environnement, que ça soit quelqu'un qui nous touche les épaules, que ça soit quelqu'un qui nous masse le crâne, que ça soit quelqu'un qui nous prend la main, eh bien, de tous les messages qu'on reçoit de notre environnement, que ce soit même la vision, l'ouïe, le goût, eh bien, la douleur est le plus fort de tous parce que ça nous permet une certaine survie et la protection de notre corps, ce qui est nécessaire, bien sûr, à l'intégrité de notre organisme. Donc, c'est le message le plus fort qu'on peut recevoir, donc il ne s'altère pas beaucoup. Bien sûr, c'est logique là, pour se maintenir en vie, puis d'assurer la protection de notre organisme. C'est un phénomène qui est très complexe, la douleur, étant donné que notre cerveau reçoit à plusieurs millions de fois par jour différentes informations et qui ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Donc, il va prioriser certaines informations, surtout en priorisant la douleur en premier, mais il va s'assurer, entre autres, de maintenir l'intégrité de notre corps et s'assurer qu'on puisse avoir des comportements. Des comportements qui vont être orientés vers le plaisir, vers la recherche d'aliments, de pouvoir s'assurer d'avoir, par exemple, que nos besoins primaires puissent être assouvis le plus rapidement possible lorsqu'on en a besoin. Mais la douleur, lorsqu'elle est présente, va prendre toute la place par rapport à tout le reste de nos sensations qu'on va percevoir avec notre corps. Donc, la douleur, elle est unique, comme je le dis, elle est subjective à chaque personne et c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Donc, les traitements qui sont souvent offerts sous forme de médicaments
c'est pourquoi il y a une grande variété aussi de médicaments qui peuvent être offerts, vont pas fonctionner de la même façon pour chacune des personnes. Donc, un traitement pourrait fonctionner pour un et l'autre traitement pourrait fonctionner pour l'autre. Pourquoi? Parce que principalement, la douleur prend toute la place dans le cerveau. Donc, les réseaux de la douleur, ben, on en a dans vraiment tous les emplacements du cerveau. Donc, on n'a pas de réel réseau de la douleur, mais on a vraiment tous les espaces de notre cerveau qui peuvent traiter certains attributs de la douleur, que ce soit les attributs émotionnels, psychologiques, corporels, les comportements, la motivation. Donc, tout ça va être orienté aussi pour créer un phénomène ou en fait, pour créer une expérience qui est très, très unique à chaque personne. Donc, le meilleur traitement pour la douleur, ça serait une combinaison de stratégies, donc autant des stratégies qu'on dit pharmacologiques, donc le fait d'utiliser la médication pour atténuer l'intensité de la douleur, mais aussi utiliser des stratégies non pharmacologiques qui sont associées aussi à la gestion des aspects qui sont plus associés à la santé mentale. Donc, gestion du stress, l'activité physique, l'utilisation aussi de chaleur ou de thermothérapie qui vont permettre à l'individu de reprendre en fait le dessus sur ses fonctions. Quand je dis les fonctions, c'est être capable de faire nos tâches quotidiennes, de aussi participer à des activités avec les gens qui nous entourent, s'assurer que toutes les parties de notre corps puissent être fonctionnelles, donc toutes nos articulations, nos vaisseaux sanguins, puis s'assurer que toutes ces petites structures-là puissent fonctionner normalement. Puis bien sûr, l'aspect psychologique et émotionnel, on y reviendra, est un aspect qui est grandement important pour la gestion de la douleur. Donc, comme le montre la petite image que j'ai mise juste ici, ben, votre corps, en fait, il sait exactement qui est le chef au niveau corporel. Ben, c'est votre cerveau. C'est votre cerveau qui est le grand chef. C'est lui qui fait l'analyse des informations qu'il reçoit et qui va nous donner des sensations qui peuvent être très fortes, qui sont vécues réellement, qui sont très, très souffrants parfois, mais ça ne veut pas dire que c'est dans notre tête. Donc, ce n'est pas parce que le cerveau est le grand analyseur de nos différentes sensations que nécessairement la douleur est une chose qui peut être inventée. Donc, ce n'est jamais quelque chose d'inventé, c'est jamais dans votre tête, même si la douleur est produite par le cerveau, elle est réellement vécue par chacune des personnes qui vivent la douleur. Mais bonne nouvelle, même si la douleur, elle est produite par le cerveau, même si c'est une expérience qui est unique à chaque individu, la très bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est capable de composer avec la douleur, puis même de la contrôler dans certaines circonstances. Donc, il y a quatre éléments ou 4 caractéristiques qui nous permettent en quelque sorte de vraiment gérer la douleur. Premièrement, il est tout à fait possible de reprogrammer notre cerveau pour essayer de diminuer ou l'amplification de la douleur. Avec la répétition de certains exercices qu'on verra plus tard comme la visualisation, ça nous permet aussi de pouvoir recentrer autant nos émotions, notre aspect psychologique, mais aussi nos aspects de sensations corporelles. On est capable de l'influencer aussi en développant des liens amicaux, familiaux, puis en essayant d'éviter de s'isoler. Puis, avec la pratique de certains exercices, on est aussi en mesure de pouvoir contrôler l'intensité de cette douleur-là. Certains patients vont être capables de complètement s'en dissocier, donc être en mesure de guérir de la douleur persistante. Certains patients vont devoir plutôt faire une gestion de cette douleur. Donc, il y aura toujours un fond de douleur, il y aura toujours des sensations de douleur, mais lorsqu'ils vont être face à des événements qui peuvent augmenter cette intensité-là, eh bien, ils vont être avec des outils, ils vont être en mesure de pouvoir la contrôler. Et ces différentes caractéristiques-là, soit la reprogrammation, la répétition des exercices, l'influence avec, entre autres, des activités de la vie quotidienne, puis la pratique de certains outils, eh bien, on est capable de mieux composer avec celles-ci.
Donc, il existe un cycle de la douleur, puis ce cycle-là, on est capable de le briser en contrôlant les différentes caractéristiques ou les différents paramètres qui sont à l'origine souvent d'une augmentation de l'influence de la douleur sur nos vies. Donc, vous avez ici le cycle de la douleur. Quand je dis le cycle, c'est pas que chacun de ces paramètres-là vont nécessairement apporter un nouveau paramètre, mais c'est un diagramme qui nous permet de nous indiquer les différents paramètres qui sont importants pour pouvoir contrôler la douleur en tant que telle. Donc, si on commence en haut, on a la fatigue. Donc, plus on est fatigué, plus on est sensible à la douleur. Donc, le sommeil, le repos, la gestion de nos énergies font partie aussi d'un contrôle sain et non pharmacologique de la douleur. Certains patients vont présenter des maladies, comme notamment la neurofibromatose, qui peuvent apporter des migraines, des douleurs corporelles, étant donné, en fait, l'origine des blessures ou des lésions qu'on va retrouver dans la maladie, qui va être toujours présente et qui peut faire en sorte qu'on a une certaine forme de limitation par rapport à ça. Mais la maladie, parfois, peut se contrôler avec une certaine forme de pharmacologie. Donc, certains médicaments qui peuvent diminuer la sensibilité des nerfs, qui peuvent diminuer aussi l'arrivée du message vers le cerveau. Donc, lorsqu'on contrôle bien la maladie, lorsqu'on est capable de bien l'encadrer, on va être capable de contrôler un aspect de la douleur elle-même. Ensuite, on a un autre paramètre qui sont les muscles. Donc, les muscles dans notre corps vont transmettre de l'activité aussi sensorielle vers notre cerveau. Et donc, des tensions à l'intérieur des muscles peuvent aussi apporter son lot de douleur, des inconforts, mais aussi une diminution de la fonctionnalité. Donc, ça aussi, la tension dans les muscles, si on vient à la contrôler, si on vient à l'aborder par différents professionnels de la santé qui sont capables aussi de vous aider dans la gestion de cette tension musculaire, ça peut nous aider à diminuer ou à briser le cycle de la douleur. Ensuite, on a un très gros morceau qui est le stress. Donc, le stress, c'est en fait un phénomène physiologique qu'on vit plusieurs fois par jour, que ce soit quand on a oublié d'arriver à l'heure pour prendre notre autobus, quand on a oublié le portefeuille dans la voiture, quand on a oublié notre téléphone à la maison et qu'on se rend compte de ça, on vit différents stress qui peuvent être des stress aigus ou des stress chroniques. Dans les stress aigus, ça dure de très, très courtes périodes, donc souvent a très peu d'influence sur nos perceptions corporelles, mais des stress de longue durée, donc que ce soit des difficultés financières, des difficultés avec les relations aussi à la maison, des difficultés aussi dans le système de santé, ça peut être aussi d'avoir accès à du personnel médical, à des soins particuliers, ça peut engendrer des stress de longue durée. Et là, avec un stress qui est de longue durée, on va avoir, entre autres, une augmentation de la sensibilité de notre cerveau qui va devenir un peu suralerte. Et donc, notre cerveau, lorsqu'il est soumis à un stress de longue durée, va avoir tendance à amplifier les différentes informations sensitives qui vont lui être transmises par les nerfs, mais aussi par les différents réseaux de notre corps. Donc, la gestion du stress est un très gros morceau du cycle de la douleur et sa gestion nous permet parfois de très bien contrôler cette fameuse douleur. Après, il y a différentes formes aussi d'émotions, la peur, la frustration, la colère, qui peuvent aussi sensibiliser le cerveau et nous mettre dans un état d'hypervigilance. Donc, ces états d'hypervigilance nous demandent justement d'être aux aguets de notre environnement. Et le fait d'être aux aguets de notre environnement peut sensibiliser le cerveau à encore plus émettre de signaux de la douleur. Et bien sûr, là, ici, c'est l'œuf ou la poule. Le fait de vivre de la douleur peut augmenter les risques de dépression et de vivre de l'anxiété. Et à l'inverse aussi, le fait de vivre avec une dépression ou de vivre avec certains troubles d'anxiété peut nous mettre à risque de développer de la douleur. Donc, la gestion de la dépression, qu'elle soit sous forme pharmacologique ou non pharmacologique, ainsi que la gestion de l'anxiété, vient à être un caractère ou un paramètre, en fait, qui est extrêmement important pour le contrôle de la douleur. Donc, comme vous avez pu constater, ce cycle-là implique qu'il y ait une gestion de la santé mentale et psychologique qui est extrêmement importante. Donc, il faut faire attention à notre santé mentale
Puis, il y a différentes approches, pharmacologiques ou non pharmacologiques, qui peuvent nous aider à venir contrôler ces différents paramètres. J'aime donner toujours la métaphore de la Toblerone qui nous permet de voir un peu de quelle façon on est capable d'améliorer puis de gérer la douleur. Donc, avec la Toblerone, on a généralement des pics puis des petites parties qui sont un petit peu plus basses. Donc, la Toblerone nous permet de voir que dans certaines situations de la vie, bon, on va avoir de grandes améliorations. Donc, pendant un certain temps, on va avoir en fait presque pas de douleur ou même peu de douleur pendant une certaine période. Et ensuite, on va vivre certains événements dans notre vie qui peuvent faire en sorte que pendant une autre période, bien, malheureusement, on va se retrouver dans un cycle de douleur important qui peut altérer notre sommeil, altérer nos fonctions, limiter nos activités de la vie quotidienne. Puis là, on va se retrouver dans le très bas de la Toblerone. Et on va voir osciller, en fait, dans notre vie, ces différents up and down qu'on peut avoir au niveau de l'intensité de la douleur. Par contre, la Toblerone, comme vous le voyez sur l'écran, elle est penchée vers le haut. Et c'est ça qu'on veut aller chercher dans une gestion de la douleur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où ça va aller très bien, des moments où ça va aller un petit peu moins bien, mais au final, on s'en va par grimper la Toblerone, puis on va s'améliorer. Donc, c'est ça qu'on veut aller chercher. Les professionnels de la santé veulent aussi aller chercher ça, savoir qu'il va y avoir des hauts et des bas dans une situation de gestion de douleur chronique. Puis, on veut se concentrer sur le cheminement et donc sur l'amélioration finale de la douleur ou des événements douloureux que le patient peut vivre. Donc, en regardant le Toblerone comme ça, on peut se dire, bon, ben, on doit composer avec le fait que parfois je vais aller mieux, parfois je vais aller moins mieux, mais au bout du compte, je vais m'améliorer. Et c'est dans cette amélioration qu'on veut principalement venir aller chercher les activités de la vie quotidienne et l'amélioration aussi des différentes activités qu'une personne qui vit de la douleur chronique soit en mesure, en fait, d'accomplir. Donc, je vous ai mis des petites flèches ici. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est là qu'on veut se retrouver. On va avoir des hauts et des bas, mais au bout du compte, on va avoir une nette amélioration de notre état. Donc, on arrive maintenant aux stratégies de gestion non pharmacologique de la douleur. Donc, ici, ce n'est pas pour vous amener à aller chercher la recette, la meilleure recette, en fait, pour traiter de la douleur, mais c'est vraiment d'aller chercher les différents professionnels ou les différents outils qui vont permettre de venir mieux contrôler et mieux composer avec la douleur au quotidien. Donc, la gestion non pharmacologique de la douleur, c'est d'aller chercher, en fait, des stratégies dites actives. Donc, ça veut dire qu'ils vont venir mobiliser votre motivation et votre implication dans la prise en charge. Donc, moi, je les appelle les patients partenaires, les gens avec qui je travaille, avec qui, en fait, je viens composer la douleur et je viens d'être un coach, en fait, sur la douleur. C'est venir les éduquer, c'est venir aussi les approcher et savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans une condition de douleur chronique. Est-ce que c'est la douleur en elle-même? Est-ce que c'est le fait de ne pas être en mesure de faire les activités qui nous plaisent, que ce soit du vélo, de la course, de la marche ou quoi que ce soit? Et aller chercher les éléments qui vont venir motiver le patient à s'impliquer dans sa prise en charge. Donc, c'est quoi une stratégie active? C'est aller chercher de l'information, s'éduquer sur la douleur, sur les mesures ou les outils qui nous permettent, entre autres, de composer avec elle. Trouver du soutien. Lorsqu'on est seul et qu'on n'a pas d'aide, c'est généralement là qu'il va y avoir un cercle vicieux de la douleur qui va s'imbriquer, donc entre autres avec des associations qui peuvent nous aider, nous donner des outils, avec différents professionnels de la santé ou même à certains points avec des changements dans les habitudes de vie. Je ne dis pas que c'est facile de faire tout ça parce que pour n'importe qui, changer nos habitudes de vie, ça peut être extrêmement difficile. Mais trouver du soutien puis avoir une attitude positive, souvent va nous aider à être beaucoup plus actifs dans la recherche de certaines méthodes qui vont être très positives pour la douleur, qu'elle soit de son intensité ou de sa fonction. Ensuite, on a à être actif physiquement.
Donc, c'est pas tout le monde qui veut qui veut courir des marathons, c'est pas tout le monde non plus qui veut faire du sport de haut niveau, mais il existe différentes activités qui ne demandent pas nécessairement un niveau d'activité physique très intense, mais qui peut faire valoir beaucoup le mouvement dans la vie de tous les jours. Donc, certains exemples, ce serait le tai chi, le gikong, le yoga, la marche. Donc, ce sont différentes activités qui ne nécessitent pas beaucoup d'exercices, mais qui font un très grand bien. Puis, on va le voir plus tard, comment l'exercice physique aide à diminuer la douleur, puis à regagner la fonctionnalité. On a différents exercices de relaxation et de respiration qui permettent, entre autres, de relâcher le stress, donc diminuer le stress, et parfois même composer avec l'anxiété, qui sont dans les caractéristiques clés du cycle de la douleur. Ça serait quoi des stratégies passives qui sont généralement liées à une nette moins bonne amélioration de la douleur? Bien, ça serait d'éviter à tout prix d'être actif physiquement, donc d'être complètement sédentaire, puis d'éviter tout mouvement. Ce qu'on appelle parfois la peur du mouvement ou la kinésiophobie, c'est le fait d'éviter à tout prix ce mouvement-là. Donc ça, ce sont des stratégies passives qui sont pas très, très évidentes, ils sont pas très, très efficaces pour le traitement de la douleur. Le fait de s'isoler, donc de dire qu'on ne veut pas non plus faire partie de soirées particulières avec nos amis, notre famille, éviter aussi les foules, éviter les activités qu'on pourrait avoir avec notre entourage social. Ça aussi, ça fait partie des stratégies passives qui sont généralement à éviter à tout prix. Ensuite, il y a tout le sentiment de culpabilité, donc le fait de se dire qu'on a mal, qu'on vit aussi des douleurs chroniques parce que on n'est pas bon, on est trop sensible, on a telle ou telle personnalité ou on a tel caractère particulier. Donc, tout ce qui est en lien avec la culpabilité quant à notre situation de douleur chronique, ça aussi, ça peut être grandement néfaste pour la douleur. Éviter d'affronter notre situation, donc éviter d'en parler, éviter de partager le fait qu'on vit de la douleur puis qu'on a différentes des demandes particulières ou des demandes d'aide, par exemple, à notre environnement social. Ça aussi, ça peut être grandement négatif pour la situation de douleur chronique. Puis, éventuellement, c'est de perdre la motivation au premier essai. Donc, ce ne sera pas tous les essais de médication qui vont être une réussite totale. Ce n'est pas non plus le premier essai de certains outils de gestion de la douleur qui vont être une réussite. Donc, il ne faut pas perdre la motivation, il faut venir conjuguer les différents outils, il faut appeler de l'aide pour certains professionnels de la santé et parfois, il y a plusieurs essais qui vont être nécessaires pour être en mesure de pouvoir trouver la recette gagnante en quelque sorte pour pouvoir contrôler notre douleur. Donc ici, j'énumère quelques techniques ou quelques stratégies qui, à elles seules, ne sont pas nécessairement la recette pour contrôler la douleur, mais lorsqu'on va venir les combiner ensemble, ça va souvent avoir un effet qui est très important. Donc, on appelle ça un effet de synergie. Donc, cette synergie va nous permettre, entre autres, d'explorer en quelque sorte notre contrôle et notre reprogrammation au niveau de l'analyse de la douleur par notre cerveau. Donc, certains patients qui vivent la douleur chronique vont principalement se sentir prisonniers de leur douleur, que c'est la douleur qui va dicter les activités qu'ils vont faire, qui va dicter les personnes qu'ils vont voir ou même qui va dicter leur vie professionnelle. Donc, lorsqu'on se sent prisonnier de notre douleur, en fait, on peut faire des exercices de visualisation. Donc, un exercice de visualisation, c'est de se visualiser comme si notre état de douleur, on en était exempt. Donc, c'est de s'imaginer qu'on est vibrant de santé, c'est de s'imaginer qu'on a beaucoup d'énergie, de respirer profondément, d'imaginer les événements de notre environnement qui sont stressants comme étant complètement abolis, puis de se mettre dans un état d'esprit où on est en pleine santé puis qu'on ne vit pas de douleur. Donc, au début, on pourrait dire, bon, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire. Mais donc, le fait de prendre le temps de s'imaginer la vie sans douleur, de s'imaginer la vie sans stress ou s'imaginer dans des situations qui nous rendent heureux et remplis de bonheur, le faire à répétition nous permet
grandement de reprogrammer, en fait, nos circuits de la douleur. Donc, tous ces scénarios imaginés du fait qu'on se retrouve près d'une plage où le sable est très doux, où il fait très chaud, où il y a des palmiers. Donc, tous ces scénarios-là imaginés vont créer des réponses physiologiques qui sont réelles. Donc, des changements au niveau de votre rythme cardiaque, des changements au niveau de l'activité vasculaire, même des changements au niveau de l'activité électrique dans votre cerveau. Et donc, ça va soulager principalement le stress et éventuellement, avec un peu de pratique, ça peut diminuer les douleurs corporelles. Donc, il y a différentes études qui ont justement élaboré des exercices de visualisation pour voir chez les patients qui présentaient des douleurs musculo-squelettiques, entre autres, donc des douleurs corporelles. Est-ce que le fait de s'imaginer fréquemment la vie sans douleur, du bonheur ou des événements qui nous rendent heureux, est-ce que ça a un impact réel sur l'intensité de la douleur ou comment on vit l'expérience de la douleur? Et plusieurs études ont démontré que ça avait un effet très positif sur la douleur, surtout chez les patients qui présentent une douleur persistante sur plus de 3 mois. Donc ça, c'est des exercices faciles qui ne demandent pas nécessairement d'outils, qui n'est pas cher à utiliser et qui se fait un peu n'importe quand. Donc, lorsqu'on se sent submergé par notre expérience de douleur, bien, il suffit de se poser, fermer les yeux, respirer profondément, puis imaginer un moment de bonheur, imaginez votre vie sans douleur, prenez le temps de respirer à travers tout ça, puis voyez comment vous vous sentez, puis faites-vous un feedback. Donc, soyez autocritique et dites-vous, ben, actuellement, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pire? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que je me sens stressée? Et donc, ce type d'exercice de visualisation peut être extrêmement bénéfique pour la douleur. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la méditation et de la pleine conscience, ou parfois qu'on appelle la méditation pleine conscience. C'est un exercice qui est donc très simple, qui paraît très simple, mais qui demande un petit peu de pratique. Par contre, son utilisation peut être de très courte durée. Donc, on peut l'utiliser de 5 à 10 minutes par jour, ce qui suffit pour des patients qui vivent avec de la douleur chronique pour voir les bienfaits puis les améliorations au niveau de la gestion du stress, mais aussi au niveau de l'intensité de la douleur. Ça permet d'améliorer la santé physique et la santé mentale. Donc, lorsqu'on parlait du cycle de la douleur et le fait qu'il faut faire attention à notre santé mentale, le fait de pratiquer la méditation, eh bien, ça nous aide grandement à composer avec cette dernière. Donc, maintenant, c'est rendu de plus en plus accessible. Avant, c'était plus difficile d'avoir de l'information, mais on retrouve des balados, on retrouve des livres, on retrouve des CD, puis on retrouve même des méditations guidées qui se retrouvent sur Internet, par exemple sur YouTube. Et on peut même décider est-ce que c'est 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes ou 20 minutes de méditation qu'on veut faire. Donc, bien sûr, lorsqu'on vit de la douleur chronique, on va vivre beaucoup de souffrance, il va y avoir beaucoup de pensées négatives, de pensées qui sont très noires parfois en lien avec notre situation. Donc, la plus grande difficulté à pratiquer la méditation lorsqu'on vit de la douleur chronique, c'est d'être en mesure de chasser ces idées-là, de faire le vide dans notre cerveau et ne penser à rien, puis de laisser passer les idées sans avoir finalement sans avoir ces pensées négatives qui nous envahissent. Il y a aussi différents cours qui sont organisés. Donc, parfois, le faire seul, ça peut être plus difficile. On a de la difficulté à trouver un endroit à la maison pour le faire. On a de la difficulté aussi à le faire si on n'a pas d'autres personnes autour de nous. Comme je l'ai dit, tout ce qui est cercle social est extrêmement important pour la gestion de la douleur. Donc, des centres communautaires, certaines associations organisent des méditations en groupe, ce qui peut être un petit peu plus motivant de le faire à plusieurs. Donc, ça peut être aussi un outil intéressant. Généralement, c'est un exercice qu'on peut pratiquer seul à la maison, dans un endroit où il y a le moins de distractions possible, mais comme les caractéristiques aussi du fait de la gestion de la douleur, bien, c'est être en mesure de se pratiquer, de le faire à plusieurs reprises et ce, de manière à éviter les jugements qu'on peut avoir envers nous-mêmes en disant « je suis pas bonne à la méditation » ou « je suis pas capable de le faire ». Éviter ces jugements-là, puis tenter de le faire
malgré les différentes problématiques de la vie contemporaine. Comme autre stratégie de gestion non pharmacologique de la douleur, on a principalement tout ce qui est réadaptation. Donc, l'aspect physique, on a parlé un tout petit peu de l'exercice physique ou de l'activité physique. Ça peut demander aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de force physique et même parfois être en mesure d'avoir un peu de flexibilité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui ont ces différents attributs. Et la physiothérapie puis l'ergothérapie peut nous aider à court terme ou à long terme à pouvoir gagner en force, en forme physique, en énergie, puis aussi réduire les limitations en lien avec la tension musculaire. Donc, réduire nos raideurs, nos courbatures et s'assurer d'être le plus fonctionnel possible pour que lorsqu'on va faire de l'exercice, que ce soit de la marche, du vélo ou même des exercices beaucoup plus doux comme le yoga ou même le tai chi, bien, qu'on soit en mesure de le faire sans contrainte corporelle. Donc, ils vont augmenter la mobilité, ils vont vous donner aussi certains outils de gestion de la douleur. Donc, ce sont des professionnels qui peuvent vous aider à faire des calendriers de la douleur, qui est une belle pratique aussi à savoir quels ont été les moments les plus difficiles dans le mois ou dans la semaine où j'ai vécu une douleur très importante. Donc, ces outils-là peuvent être faits accompagnés d'un physiothérapeute ou d'un ergothérapeute qui va pouvoir regarder avec vous. Donc, tous les lundis ou tous les dimanches ou tous les mercredis, c'est là que vous avez la plus grande douleur. Est-ce que vous vivez des choses au travail ou avec votre environnement immédiat qui peut créer du stress, qui peut vous créer de l'anxiété, qui vous gobe aussi beaucoup d'énergie et qui peuvent être à l'origine, en fait, des augmentations soudaines de douleur qu'on peut avoir. Donc, l'outil du calendrier de douleur, donc si vous souffrez de migraines, par exemple, est-ce que vous avez des migraines tous les jours? Est-ce que vous en avez aux 2 jours? Est-ce qu'il y a des aliments que vous avez mangés qui sont particuliers? Est-ce que vous avez fait des activités qui sortaient de l'ordinaire? Donc, ces calendriers-là peuvent être faits avec l'aide d'un physiothérapeute ou même d'un ergothérapeute. Ils vont aussi vous permettre de découvrir certaines façons de pratiquer des exercices physiques ou des activités en réduisant au minimum, en fait, les pressions ou les tensions à exercer sur vos articulations pour éviter de vous blesser. Parce que ça aussi, c'est une chose à laquelle on doit faire attention. C'est bien beau commencer à changer nos habitudes de sédentarité en augmentant l'activité physique, mais il faut éviter, bien sûr, de faire des bonds de géants puis de dire, ben moi, je suis inactif puis je me mets à courir des marathons à tous les jours. Bien, c'est sûr qu'à un certain point, il y a une progression de l'intensité de l'activité physique qu'on peut faire. Puis le physiothérapeute, notamment, est là pour vous aider à adapter les différentes activités que vous désirez faire. Il y a différents appareils de support ou de protection aussi qui peuvent vous être proposés par ces professionnels-là qui vont vous aider à gagner en mobilité et aussi en mouvement. Donc ici, j'ai juste ajouté rapidement, si vous cherchez un physiothérapeute près de la maison ou un ergothérapeute près de la maison qui peut vous aider avec la gestion de la douleur chronique, bien, vous avez le site de l'Ordre de la physiothérapie et de l'Ordre des ergothérapeutes qui vous permet de choisir votre professionnel de la santé et qui va vous permettre, entre autres, de vous accompagner dans des changements d'habitude de vie, puis aussi dans des outils qui peuvent vous aider à gérer la douleur. Il existe aussi une très grande quantité de médecine alternative et complémentaire. Et ici, j'ai mis de côté parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps de l'aborder, mais il y a aussi tout un aspect sur la nutrition que je n'ai pas abordé. Donc, j'ai principalement axé les stratégies de médecine alternative et complémentaire sur tout ce qui était thérapie manuelle, qui est en fait en complémentarité avec la physiothérapie et l'ergothérapie. Donc, on peut parler de massothérapie, d'ostéopathie ou même d'acupuncture, qui sont tous partie des MAC, qui sont les médecines alternatives et complémentaires. Donc, certains d'entre vous ne connaissez peut-être pas certaines de ces approches. Donc, on a la massothérapie, entre autres, qui, par des pressions douces ou profondes, peuvent aider à réduire le stress, les raideurs musculaires et même parfois la douleur corporelle.
Puis, j'ai mis le lien sur le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec qui vous permettrait d'aller chercher les professionnels, encore une fois, près de la maison et qui vous permet aussi d'aller chercher ces moments de détente et de diminution de la tension musculaire. On retrouve l'ostéopathie. Donc ici, j'ai bien sûr là, un petit côté biaisé puisque je suis moi-même ostéopathe. Donc, c'est quoi la différence entre l'ostéopathie, la massothérapie, la physiothérapie? Donc, ce sont tous des professionnels de la santé qui utilisent en partie la thérapie manuelle, donc qui vont en fait pouvoir palper certaines régions de votre corps pour être en mesure de diminuer les tensions, augmenter la mobilité. Et donc, l'ostéopathie, grâce à une palpation qui est fine, mais aussi assez précise, va faire des évaluations globales, va investiguer différentes dysfonctions de la mobilité, donc des mouvements qu'on peut retrouver à vos articulations, au niveau musculaire, au niveau de vos viscères, donc même au niveau digestif et au niveau du crâne, pour individualiser le traitement et s'assurer, un peu comme le physiothérapeute, de vous assurer mobilité et fonctionnalité. Donc, on retrouve entre autres l'Association Ostéopathie Québec, qui est une association qui regroupe le plus grand nombre d'ostéopathes au Québec, qui vous permettrait d'aller chercher un professionnel près de chez vous. L'acupuncture, qui fait aussi partie des médecines alternatives et complémentaires, donc utilise, oui, les aiguilles, parce qu'on a en tête que ces professionnels-là vont venir nous insérer des petites aiguilles très fines à travers notre corps, mais ce ne sont pas les seules techniques que les acupuncteurs peuvent utiliser. Donc, ils peuvent utiliser des points particuliers, donc de l'acupression. Ils peuvent utiliser aussi des lasers et des lampes chauffantes sur certains points particuliers pour aider la gestion de votre stress, aussi améliorer la douleur corporelle et aussi vous aider dans la mobilité de votre corps pour vous préparer à faire des activités sportives ou physiques qui vont aider à abaisser la douleur au final. Les acupuncteurs possèdent un ordre professionnel, donc vous pouvez aller chercher sur acupuncteur-québec.com un acupuncteur près de chez vous qui pourrait être un outil excessivement intéressant pour la gestion de la douleur et la gestion du stress. Bien sûr, comme j'ai mentionné, il y a tout un aspect nutritionnel avec des nutritionnistes, des naturopathes qui peuvent aussi vous aider à gérer l'aspect nutritif, donc vous assurer d'avoir une alimentation qui est saine, équilibrée, et ça aussi peut vous permettre de diminuer l'inflammation, diminuer parfois même des raideurs qu'on peut avoir au niveau corporel. Autre stratégie de gestion non pharmacologique de la douleur, c'est la thermothérapie qui est très accessible. Tout le monde peut avoir certains de ces éléments-là à la maison et donc l'utiliser de manière autonome. Donc, la thermothérapie implique le chaud et le froid selon les indications qu'on a de besoin. Donc, si on veut favoriser la détente musculaire, donc diminuer les tensions dans nos muscles, on va utiliser soit des compresses chaudes, des couvertures électriques, des coussins chauds. On peut même prendre un bain chaud aussi, qui va nous aider à détendre tous nos muscles. Ça va nous permettre de diminuer le stress et éventuellement de diminuer aussi l'intensité de la douleur. On a le froid qui, lui, à l'inverse, fait plutôt une réduction de l'inflammation. Donc, lorsqu'on a des muscles endoloris après une marche ou une activité physique, lorsqu'on s'est blessé puis on a des rougeurs, de la chaleur au niveau de nos articulations, on peut utiliser des compresses de gel froid qui peuvent être gardées au congélateur qui se trouvent très facilement en pharmacie. On peut utiliser même des cubes de glace qu'on va mettre dans un sac en plastique ou même des sacs de produits surgelés, donc légumes ou fruits congelés qui peuvent être apposés sur certaines portions de notre corps. Il faut faire attention, il y a quelques mises en garde avec l'utilisation de la thermothérapie pour éviter les blessures ou éviter, bien sûr, de se blesser avec soit les compresses d'eau chaude ou les compresses froides. Donc, dans ces mises en garde, il faut s'assurer que la sensibilité de notre peau soit adéquate et normale. Donc, est-ce que sur la région, je suis capable de faire la différence entre le froid et le chaud? Si oui, dans ce cas-là, je peux utiliser la thermothérapie. Par contre, si j'ai des troubles de la sensibilité, donc lorsque
je mets un élément froid sur une articulation, sur la peau, dans le cou, est-ce que j'ai de la difficulté à discerner ces deux sensations, soit la chaleur et la froideur? Donc, si j'ai une difficulté de sensibilité dans des régions, on doit absolument éviter d'utiliser la thermothérapie. Est-ce que la peau où je veux appliquer soit la compresse chaude ou même la compresse froide, est-ce qu'elle est en bonne condition? Est-ce qu'elle est intègre? Donc, est-ce que j'ai une plaie? Est-ce que j'ai une infection? Est-ce que j'ai un abcès particulier à cet endroit-là? Donc, évitez si votre peau n'a pas une bonne condition. Si par contre, la peau est intègre, donc il n'y a pas de bris, de lésions particulières à cet endroit, on peut utiliser la thermothérapie. Si vous utilisez des timbres médicamenteux, donc il y a certains timbres qui sont utilisés aussi pour certains médicaments contre la douleur, on doit éviter à tout prix d'apposer soit le froid, soit le chaud sur le timbre médicamenteux parce que ça peut changer la vitesse d'absorption du médicament dans votre corps. Donc, si on appose du chaud sur un timbre médicamenteux, ça va augmenter le dosage qui va pouvoir transférer à l'intérieur de votre peau, puis être transporté à l'intérieur de votre système sanguin. Et ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Et à l'inverse, le froid va venir ralentir l'absorption des produits qu'on va retrouver dans le timbre. On doit aussi éviter d'utiliser la thermothérapie si on utilise déjà des pommades ou des crèmes qui sont aussi en vente libre dans les pharmacies. Donc, ce qui est bien connu, là, ça serait par exemple le Tiger Balm, ça peut être aussi l'antiflogestine. Donc, toutes ces crèmes-là qui sont faites à partir de menthol et qui vont donner une sensation de froid, parfois une sensation de chaud. On ne doit pas appliquer une compresse chaude ou une compresse froide sur ces crèmes-là, de risque en fait de blesser la peau qui se retrouve à cet endroit. En plus de ça, la thermothérapie, on ne peut pas l'utiliser plus de 15 minutes à la fois. Donc, que ce soit pour le froid ou que ce soit pour le chaud, généralement, on va apposer les compresses sur une quantité de temps là, autour de 10 à 15 minutes. Puis ensuite, on doit faire des pauses de 20 à 40 minutes entre deux applications. Donc, s'assurer, bien sûr, de ne pas le mettre trop longtemps pour éviter les blessures. Hein. Si la chaleur est là sur une trop longue période, bien, ça peut brûler la peau, mais on peut avoir aussi des blessures ou des brûlures froides si on utilise des compresses froides. Toujours protéger la peau. On ne met jamais en contact direct les compresses sur la peau. Donc, si vous utilisez les bains chauds, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous utilisez des sacs magiques ou des compresses chaudes, utilisez une serviette entre votre peau et la compresse chaude pour éviter les brûlures qui pourraient se faire sur votre peau. Si vous êtes du genre très actif et vous voulez faire des exercices et vous utilisez la thermothérapie avant ces exercices, il faut attendre au moins 15 minutes après l'application du froid avant de faire vos exercices parce que les muscles ont besoin de se réchauffer avant de pouvoir fonctionner. Donc, si vous êtes du genre à utiliser le froid pour éviter l'inflammation avant des exercices physiques, attendez 15 minutes après l'application du froid pour commencer ces différentes activités. On arrive maintenant à l'activité physique ou l'exercice tout simplement, c'est la meilleure stratégie de gestion de la douleur. Et là, souvent, on me dit, oui, mais lorsque j'ai mal, j'ai pas le goût de bouger. J'ai pas le goût parce que je vais avoir mal. Donc ça, c'est le cycle dangereux, on pourrait dire, de la kinésiophobie. Donc le fait d'être complètement inactif, c'est ce qui peut provoquer parfois un peu plus de douleur. Donc, selon notre énergie, selon notre niveau de douleur, on va adapter le mouvement ou on va adapter l'activité physique. Donc, s'il y a une journée où on a moins de motivation, on est moins d'humeur, bon, on peut faire des exercices qui sont très, très, très légers. Donc, que ça soit marcher dans la maison, prendre une marche de 5 à 10 minutes à l'extérieur, s'assurer de faire des petits étirements sur une chaise, ça peut être limité à ce type de mouvement-là. Donc, personne n'a mentionné qu'on devait aller faire 5 km de course ou 25 km de vélo. Le but, c'est de faire des mouvements. Que ce soit des petites rotations au niveau articulaire, que ce soit de se lever de sa chaise et de se dégourdir, le meilleur remède contre la douleur, c'est vraiment le mouvement. Et qu'est-ce que ça fait le mouvement? Même s'il est
petit, même s'il est progressif, ça permet d'augmenter la libération de certaines hormones et aussi certains neurotransmetteurs qui sont en fait des hormones dans le cerveau qui atténuent la douleur qu'on appelle les endorphines. Les endorphines nous rendent finalement de bonne humeur, nous permettent d'avoir un sentiment de bien-être et améliorent le sommeil. Puis, je reviens au cycle de la douleur qu'on a vu un peu plus tôt. La fatigue est un des paramètres qui peut influencer à la hausse la douleur. Donc, avoir un bon sommeil, si vous avez des difficultés de sommeil, le fait d'ajouter un peu de mouvement dans la vie de tous les jours vous permet d'améliorer votre niveau de sommeil, puis éventuellement, en gérant ces différents paramètres-là, en amalgamant différents outils de gestion non pharmacologique de la douleur, on peut se retrouver avec une diminution de cette intensité-là, puis une amélioration aussi de la capacité fonctionnelle. Donc, pas besoin de se lancer dans les sports de haut niveau, comme je disais précédemment. La marche, le yoga, le tai chi, le qigong, le jardinage, les travaux ménagers, c'est du mouvement. Donc, si une journée, vous n'avez pas vraiment le moral pour aller à l'extérieur prendre une marche, mais par contre, il fallait nettoyer la vaisselle, nettoyer les planchers, puis vous avez l'énergie puis le goût de le faire, faites-le. Ça fait partie des mouvements qui vous permettra de faire une gestion saine de la douleur chronique. Donc, n'importe quoi qui vous vient à l'esprit et qui est plaisant pour vous, c'est généralement gage de succès. Comment on maintient le rythme? Donc, ici, c'est certains outils ou en fait certains conseils qui vous permettraient d'inclure le mouvement dans votre vie quotidienne. Donc, toujours choisir des activités qui vous plaisent. Si on vous nomme une activité, vous dites « Ah, ça me tente vraiment pas de faire ça, ça ne m'intéresse pas du tout », eh bien, on ne le fait pas. Donc, si vous, ce qui vous intéresse, c'est la danse, bien, dansez. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est marcher en nature, bien, allez marcher. Donc, vraiment, toujours choisir une activité qui nous plaît dès le départ. Ça va nous motiver à garder le cap et à toujours inclure le mouvement dans notre vie quotidienne. Parfois, les gens n'aiment pas faire une activité seule, préfèrent être entourés soit des membres de la famille, d'amis ou d'autres membres, par exemple d'une association. Eh bien, faites-vous accompagner avec d'autres personnes. Donc, essayez de motiver d'autres gens autour de vous à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire des marches 2-3 fois par semaine dans la nature, dans un boisé? Le fait de le faire ensemble, souvent, c'est beaucoup plus motivant. Il faut prévoir aussi des périodes d'échauffement et de récupération. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire essayer de se délier les articulations un tout petit peu avant de faire notre activité. Donc, si vous avez une grande marche à faire dans le bois, bien, assurez-vous d'avoir étiré votre corps, de vous assurer d'avoir aussi mobilisé vos articulations avant de faire l'activité. Puis, à la toute fin, vous pouvez faire une période de récupération qui peut être active. Donc, on continue à faire une activité, mais avec une intensité un peu moins intense. Ou sinon, faire une récupération passive, donc une récupération qui va nécessiter qu'on se couche, par exemple, qu'on s'assoie, puis qu'on récupère notre rythme cardiaque initial. Si le temps est une limite pour vous, vous n'êtes jamais obligé de faire un exercice pendant des heures et des heures. Il suffit de 15 à 20 minutes par jour à faire une toute petite activité qui implique le mouvement et ça va avoir en fait un effet extraordinaire là, sur la douleur. Si vous désirez entreprendre vraiment un changement radical dans vos habitudes de vie, vous voulez avoir, par exemple, un plan d'activité physique, je vous conseille le spécialiste de l'exercice physique qui est le kinésiologue. Donc, l'association ou la Fédération des kinésiologues du Québec recense les différents kinésiologues qui se retrouvent près de chez vous et qui peuvent vous suivre, qui peuvent vous motiver, mais surtout qui vont aussi veiller à ce que la progression de l'activité physique se fasse en douceur, selon votre énergie et selon vos capacités physiques aussi. Et finalement, ma dernière partie qui est le soutien, eh bien, il ne faut jamais s'isoler, et ça, je le répète depuis le début. Donc, s'assurer que même si la douleur occupe une très grande place dans notre vie quotidienne parce qu'elle est souffrante, elle est intense et elle diminue votre qualité de vie, essayez de rester en contact avec votre entourage, que ce soit des amis, que ce soit des membres d'une association, que ce soit des membres de votre famille. Essayez de garder un contact parce que le soutien
que ça soit une écoute active, que ça soit des gens avec qui discuter, souvent, ça va avoir un aspect apaisant sur le stress et l'anxiété que la douleur peut avoir comme effet sur votre vie. C'est important aussi, si vous avez un entourage, de verbaliser l'aide que vous avez besoin. Donc, est-ce que vous voulez aller chercher de l'aide en lien avec vos tâches ménagères, avec vos transports, avec la gestion de vos rendez-vous médicaux? Donc, c'est bien d'aller chercher de l'aide et c'est bien de le verbaliser. Donc, tout le monde a besoin d'aide, il suffit de le mentionner et à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher les individus qui ont aussi la capacité affective de vous accompagner à travers ces défis-là. Si vous avez des activités prévues avec des membres de votre famille ou votre entourage social, bien, soyez en mesure aussi de dire qu'est-ce que vous êtes capable d'effectuer ou non en fonction du moment. On se rappelle de la Toblerone. Vous aurez des moments où la douleur va être très intense, la douleur va être moins intense. Donc, en dépit de ces moments-là, avisez si une marche devient trop importante ou en fait vous submerge au niveau de votre énergie, mais dites que cette journée-là, prendre une marche est un peu trop pour vous. Puis vous préférez avoir une discussion, faire un casse-tête, écouter une émission, faire quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, essayez de mettre vos limites et tout ça en fonction de votre capacité physique, bien sûr. Puis, c'est pas toutes les personnes qui vont être capables de vous offrir un soutien affectif opportun au bon moment. Donc, sachez choisir les personnes qui vous semblent ouvertes à certains moments, à vous écouter, à avoir de l'empathie, à vous aider. Donc, d'être capable de vous soutenir au niveau affectif. Et ça, ben, il faut savoir aussi les choisir. À certains moments, il y a des gens qui vont être disponibles au niveau affectif et d'autres moments, ils vont être moins disponibles. Donc, c'est de faire le choix en fonction de nos besoins. Puis, bien sûr, les groupes de soutien. Donc, l'ANFQ, qui est un groupe de soutien, une association, là, donc certains d'entre vous là, participez déjà aux différentes activités que l'ANFQ vous propose. Donc, souvent, d'avoir un groupe de soutien avec des gens qui vivent soit les mêmes douleurs, les mêmes caractéristiques, les mêmes pathologies, mais ça peut être aussi d'une grande aide. Et donc, ça aussi, continuez à participer aux activités des groupes de soutien ou des associations auxquelles vous faites partie. Et ça, vraiment, ça va faire partie des outils qui sont nécessaires à la gestion non pharmacologique de la douleur chronique principalement. Donc, mon stress à chaque fois que je fais une présentation, c'est de rentrer dans les temps. Et donc, je crois que je suis quand même assez bien aujourd'hui. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'ai tenté de vraiment couvrir la majorité des éléments que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Mais je reste bien sûr disponible pour des questions, répondre à vos interrogations. Là, ça va me faire un très, très grand plaisir. Donc, je crois que je vais arrêter juste la présentation pour que je puisse vous voir si jamais vous avez des questions pour moi. Et voilà. Donc, j'ai été très, très enthousiaste de vous présenter ces différents outils. Je pense que la combinaison de différents outils ne sont pas nécessairement faites pour tout le monde. Des gens qui vont préférer, par exemple, faire appel à des professionnels de la santé, d'autres utiliser des techniques qui sont très autonomes, donc à la maison, des exercices à la maison, le chaud, le froid, tout ça. Mais comme j'ai mentionné, lorsqu'on combine ces différents outils en plus avec un soutien adéquat, généralement, c'est comme ça qu'on va être en mesure de bien gérer la douleur chronique. Comme je l'ai dit au début de la présentation, des gens qui vont être pris avec ces douleurs-là tout au long de leur vie, ils vont devoir donc composer avec elles et gérer ça tout au long de leur vie. Et certains vont être capables de s'en débarrasser à certains moments. Donc, dépendant de votre situation, dépendant de la quantité de temps aussi avec laquelle vous vivez avec la douleur chronique, il ne faut pas désespérer. Et il faut surtout aller chercher de l'aide. Puis, parfois, votre médecin est aussi là, le meilleur thérapeute pour vous conseiller ces amalgames-là ou ces recettes-là de gestion de la douleur chronique. Donc, maintenant, j'arrête de parler, sinon je ne finirai plus. Donc, je suis ouverte à vos questions. Si vous voulez ouvrir votre micro pour me poser la question, si vous êtes trop gêné, vous pouvez écrire dans le chat ou dans la section discussion, ça va me faire plaisir. Je vais regarder le chat.
peux croire que ça a été très clair. Dans ce cas-là, je suis assez contente. Mais je peux écrire mon courriel juste ici. Si jamais il y en a qui veulent communiquer avec moi, je vais le mettre dans le chat. Veulent avoir différentes informations. Ça va me faire un très grand plaisir de vous répondre. Donc, il y en a qui peut-être qui sont plus gênés. Il y a Ginette qui lève la main. Bonjour. Oui. Je voulais aller écrire, mais là, ça va être trop long. Je vais peur que vous partiez. Excusez-moi. Moi, j'ai un garçon de 17 ans qui a la NF1. Mm-hmm. Puis, dès qu'il y a un sport ou quelque chose, là, après ça, il ne bouge plus parce que, ça prend 2, 3, 4, 5 jours avant que soit qu'ils disent qu'il est mal ou que la douleur est partie ou des trucs comme ça. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce qu'on a déjà essayé la physio, on a essayé l'ostéo, on a essayé l'acupuncture quand il était plus jeune. Mais là, supposons qu'il a à faire une course avec l'école, ils font de la course. Il ne peut pas courir là, plus que 2-3 minutes ou marcher plus que 10-15 minutes parce qu'après ça, il est mort pour le restant de la semaine. Donc, je ne sais pas si, j'ai vu vite là, les trucs, des choses comme ça, mais par quoi je pourrais commencer ou pour le stimuler? Je ne sais pas si vous pouvez me donner un truc pour que ça soit graduel ou… Oui, mais dans ce cas-là, souvent, c'est de la gestion d'énergie, hein, parce que quand on souffre de douleurs chroniques ou de pathologies qui induisent des douleurs chroniques, souvent, c'est que ça prend énormément d'énergie à gérer cette sensation-là qu'on vit de manière intermittente ou intense aussi pour certaines personnes. Donc, ça serait d'éviter, par exemple, les activités qui vont causer trop de douleur trop d'un coup. Donc, comme progression, ça serait, par exemple, au lieu de courir, si tout le monde court pendant, je ne sais pas, 10 à 15 minutes, ça serait d'utiliser la marche, puis de marcher pendant 10 à 15 minutes. Puis de voir à répétition si le fait de marcher pendant 10 à 15 minutes est moins pire que courir. Puis si on n'a pas d'effet rebond par la suite, donc des douleurs qui vont apparaître de 3, 4, 5 jours plus tard. Et donc, c'est de voir, est-ce que la marche, ça peut être quelque chose à impliquer dans cette activité-là? Si c'est par exemple avec les cours d'éducation physique, là, je ne sais pas si dans quel contexte là, votre fils fait la course. C'est avec l'éducation physique. Donc, ça serait peut-être d'aviser l'enseignant d'éducation physique. Ils sont généralement très au fait des pathologies qui amènent de la gestion d'énergie puis des problématiques comme ça. Et dire, est-ce qu'au lieu de courir pendant 10 minutes, est-ce qu'on ne pourrait pas marcher pendant 10 minutes? Puis voir ensuite, il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs au début. Hein? C'est de trouver l'espèce de sweet spot où faire une activité en longueur puis en intensité sera suffisante pour diminuer, en fait, cet effet rebond de quelques jours après. Donc, tenter la marche. Puis sinon, ça peut être de tenter de faire de l'échauffement avant de faire l'activité sur une courte période. Donc, faire des exercices de flexibilité, faire des mouvements au niveau des articulations qui vont permettre, entre autres, d'échauffer le corps avant de faire l'activité. Puis ensuite, avoir un moment de récupération. Donc, ça pourrait être de rester couché sur un tapis de yoga pendant 5 à 10 minutes après l'activité. Ça peut aider souvent à, on pourrait dire, rebooster la batterie après ça. Et donc, essayer parfois même aussi un petit peu de chaud, un petit peu de froid après, ce qui permettrait peut-être de gérer les douleurs, les courbatures ou la survenue de ces douleurs-là quelques jours après. OK, parfait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. J'ajouterais qu'on a des documents faits par la NFQ qui expliquent la neurofibromatose pour les éducateurs. Donc, si jamais ça peut vous donner un coup de main, vous pouvez m'écrire un courriel, puis je peux envoyer par la poste le petit document qui explique qu'est-ce qu'est la NF1 au professeur. Oui, j'aimerais ça. Je vais vous écrire. Un petit courriel. Oui, parfait. Merci. Donc, en espérant là, que cette conférence, c'est sûr que c'est très sommaire. J'aurais pu parler de l'exercice physique pendant 1 heure. J'aurais pu parler de l'ostéopathie pendant 1 heure. Donc, le but, c'était de vous exposer les différents outils. Puis ensuite, c'est de faire une exploration, hein, parce que, comme j'ai dit, un traitement pour un est peut-être pas bon pour l'autre à côté, parce que l'expérience de la douleur est très, très, très unique pour chaque personne. Donc, c'est de faire ces petits essais-là, voir qu'est-ce qui nous rend confortable, qu'est-ce qui a permis de s'améliorer ou d'éviter, par exemple, les douleurs qui peuvent apparaître quelquefois
plusieurs jours après l'exercice ou une activité particulière, faire ces essais-erreurs-là, puis trouver notre recette qui est très bien pour nous, notre corps, notre douleur et notre façon de voir les choses. Bien, je remercie encore une fois Frédéric de m'avoir invité pour cette super conférence. J'étais vraiment heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Puis, comme j'ai dit, j'ai mis mon courriel dans le chat, donc vous pouvez le noter. Puis, ça va me faire encore une fois un très grand plaisir de vous répondre si vous avez des questions sur votre condition, des douleurs que vous vivez. Vraiment, là, pour moi, c'est un plaisir. Ben, un énorme merci à Anaïs. Là, je vois une petite question qui demande si on va avoir accès à la documentation. Puis oui, je pourrais partager le PowerPoint et la conférence préenregistrée pour ceux qui sont intéressés. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Je vois que France a peut-être la main levée. Oups. Oh non, elle est partie. OK, parfait. Excellent. Ben, merci. Passez une belle soirée.